Bonsoir à tous. Donc, je vous retrouve pour un nouveau live, cette fois-ci consacré à l'emploi en Nouvelle-Zélande. Comme d'habitude, je vais vous laisser quelques minutes pour vous connecter et ensuite on va pouvoir passer au thème du soir. Donc, je vais commencer par vous donner un maximum d'informations sur l'emploi en Nouvelle-Zélande et ensuite je répondrai aux questions que vous pourrez nous poser pendant le live en commentaire de cette vidéo. Alors, le temps que vous vous connectiez, en 2 mots, je voulais vous rappeler que pvtis.net, on est avant tout un site d'information et d'entraide. Bien sûr, on est présent sur les réseaux sociaux, mais on a énormément d'informations qui peuvent vous intéresser sur le site. Quand je dis le site, c'est sur votre ordinateur. Sinon, vous avez aussi notre application mobile pour votre tablette et votre téléphone, et elle est elle aussi totalement gratuite. En tout cas, sur PVTIS, vous avez un tutoriel pour la demande de visa néo-zélandais. Vous avez des dossiers thématiques sur la préparation au départ, le logement, l'emploi, l'organisation d'un road trip, l'achat d'un véhicule en Nouvelle-Zélande, tout plein de choses en fait. On aborde toutes les thématiques et on vous propose également au format PDF un guide des PVTistes en Nouvelle-Zélande qui est gratuit. Si vous allez sur pvtis.net sur votre ordinateur, pour le coup, dans Info pratique, vous retrouverez nos guides. Donc le guide des PVTistes en Nouvelle-Zélande, c'est environ 400 pages pendant lesquelles on vous parle de toute l'expérience PVT, de la demande de visa au retour en France, en Belgique ou au Canada selon votre nationalité, en passant par tout ce qui va faire votre PVT. Donc je vous invite vivement à le télécharger puisqu'il est gratuit. Voilà. On vous propose également une newsletter pour la Nouvelle-Zélande pour être tenu informé des dernières actualités, principalement liées au Covid. Si vous voulez pas en permanence suivre nos réseaux sociaux ou notre article qui est dédié au Covid-19, on a fait cette newsletter qui vous permettra de rien recevoir tant qu'il n'y a pas d'actualité et de recevoir un email quand il y aura une information majeure. Ça peut concerner les demandes de visa vacances-travail, ça peut concerner la réouverture des frontières ou peut-être la mise en place de nouvelles mesures. On n'est pas à l'abri de nouvelles annonces. Peut-être qu'un jour, les frontières vont rouvrir, mais sous conditions, etc. Donc tout ça, bien sûr, on vous l'enverra dans un email aussi pour toutes les personnes qui sont inscrites à notre newsletter. On a une page Facebook par pays. Vous êtes actuellement sur la page Nouvelle-Zélande. Sinon, on a également une page générale qui s'appelle pvtis.net. Donc voilà, on a vraiment une page par pays. Par contre, pour nos autres réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Instagram ou YouTube, c'est une chaîne générale. Donc vous pouvez nous rejoindre un petit peu partout pour être sûr de manquer aucune actualité. Et notamment sur Instagram où on fait un point Covid-19 une fois par semaine, généralement le jeudi, pour vous tenir au courant de l'actualité Covid-19 des 7 derniers jours. Voilà. Et notre compte sur Instagram, c'est pvtiste au pluriel. Voilà, donc comme je le disais il y a 2 petites minutes, je vais vous donner un maximum d'informations et pendant le live, vous pouvez me poser des questions en commentaire. J'essaierai au maximum d'y répondre avec les connaissances que j'ai. Si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, je pense qu'on en a pour 1 heure maximum. Sachez que ça restera en replay autant sur notre page Facebook que sur notre chaîne YouTube. On mettra le live en replay dessus à la fin. Alors, chose importante, je vais commencer par tout ce qui est réglementation. Il faut savoir que pour les Français, les Belges et les Canadiens, là je m'adresse principalement aux francophones qui sont sur pvtis.net, vous avez aucune limite d'emploi pendant un PVT en Nouvelle-Zélande. Vous avez peut-être entendu parler du PVT en Australie ou à Hong Kong peut-être, où il y a des limites de temps maximum avec un même employeur. Là, en Nouvelle-Zélande, vous avez tout à fait le droit de travailler pendant toute la durée de votre PVT et même pour le même employeur pendant tout votre PVT. Il y a des pays pour lesquels c'est 3 mois maximum avec le même employeur et après il faut changer, mais vous, Français, Belges, Canadiens, vous n'êtes pas concernés par cette règle. Donc si un jour vous avez un employeur qui vous dit « Ah, mais vous n'avez pas le droit de travailler plus de 3 mois pour nous », vraiment sortez-lui la page dédiée au Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande pour votre nationalité sur le site de l'immigration néo-zélandaise pour lui montrer que vous avez bien le droit de travailler plus de 3 mois ou plus de 6 mois. Je vous dis ça parce que j'ai déjà vu des PVTistes qui en rentrant d'un PVT, je les ai rencontrés par exemple à une rencontre PVTiste et ils m'ont dit bon, on a raté une opportunité à cause de la règle des 6 mois. Mais moi j'étais là genre aïe, il n'y a pas de règle des 6 mois en Nouvelle-Zélande, donc attention, vous êtes totalement libre. Vous n'avez pas d'interdiction pour un type d'emploi pendant le PVT Nouvelle-Zélande. Simplement, vous n'êtes pas autorisé à accepter un poste permanent. Le poste permanent, c'est un peu l'équivalent du CDI en France et du poste permanent d'ailleurs au Canada. Bon, la solution là-dessus, si un employeur veut vraiment vous embaucher, c'est qu'il vous fasse une offre d'emploi pour 12 mois. Comme ça devient un emploi temporaire et non plus un emploi permanent. C'est assez facilement contournable.
Ensuite, en Nouvelle-Zélande, vous avez la possibilité, à la fin de votre PVT, d'obtenir une extension de 3 mois dans la foulée pour avoir 15 mois en tout. Pour bénéficier de ces 3 mois, il faut justifier qu'on a au moins 3 mois, qu'on a travaillé pendant au moins 3 mois dans l'horticulture ou la viticulture pendant son PVT. C'est-à-dire que si vous connaissez en Australie comment ça fonctionne, qu'on peut avoir une deuxième ou une troisième année, même 5 ans plus tard, là, c'est pas la même chose. La Nouvelle-Zélande vous permet pas de revenir pendant 3 mois en PVT dans 2 ans ou dans 5 ans, c'est forcément dans la continuité. On va vous mettre en lien le témoignage de Abby et Juliette, deux PVTistes en Nouvelle-Zélande qui ont fait cette démarche et qui insistent bien sur le fait qu'il faut être en Nouvelle-Zélande quand on demande cette extension. Elles ont lancé la demande d'extension pendant qu'elles étaient en voyage en Inde et en fait, c'est pas passé du coup. Donc, elles vous expliquent un peu comment faire cette demande de prolongation. Ensuite, en termes de démarche administrative, une fois que vous avez obtenu votre visa, vous allez partir en Nouvelle-Zélande et la première démarche que vous allez devoir faire, c'est la demande du numéro IRD, Inland Revenue Department. Ce numéro IRD ou IRDN, N pour numéro, c'est une démarche quasiment obligatoire, en tout cas absolument nécessaire si vous voulez gagner de l'argent en Nouvelle-Zélande. Si vous ne le faites pas, vous allez être trop prélevé, c'est-à-dire que les impôts vont être trop forts. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt de pas demander son IRN, hein. Il faut vraiment le demander, c'est assez facile à faire. Sur pvtis.net, on a un tutoriel là-dessus qui vous explique pas à pas comment faire votre demande, mais ça se fait uniquement quand on arrive sur le territoire néo-zélandais, ça peut pas être anticipé. Alors, avant de passer à la suite, effectivement, je voudrais préciser quelque chose que ma collègue Anne-Lise me précise, c'est que les règles que je vous donne aujourd'hui, ça concerne une période hors Covid. Là, bien sûr, vous ne pouvez pas partir en Nouvelle-Zélande actuellement, les frontières sont fermées, les demandes de visa sont stoppées et surtout, on ne sait pas quand ça va reprendre. Les demandes de visa, elles sont stoppées jusqu'à mai 2021, peut-être au moins, enfin au début ça devait être novembre et puis finalement là c'était mai, on verra si c'est encore prolongé. Et pour la réouverture des frontières, il n'y a aucune date qui a été annoncée, c'est un peu le flou qui va certainement dépendre de l'évolution de la situation. En Nouvelle-Zélande ça va, ils ont quand même pas beaucoup de cas, mais plutôt chez nous et partout dans le monde, voir un petit peu les conditions qui vont être imposées par la Nouvelle-Zélande quand ils décideront de rouvrir leurs frontières. Donc ce soir c'est vrai qu'on va pas parler du Covid, à la limite j'ai envie de vous dire pour une fois, c'est un peu l'occasion. Par contre, le 30 mars, si je dis pas de bêtises, on fera un point Covid-19 et PVT dans tous les pays du PVT. Je vérifie juste ma petite date. Voilà, le 30... Ouais, c'est ça, le 30 mars à 18 h sur notre page Facebook pvtis.net tout court. On va faire un point Covid avec toutes les règles sur les demandes de visa, les frontières, etc. Donc ce soir, justement, on s'aère un peu la tête. On parle d'autre chose. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu embêtant, entre guillemets, de parler de l'emploi maintenant alors qu'on peut pas partir, mais dites-vous qu'il y a peut-être des choses qui vont vous servir maintenant pour commencer à faire des petites recherches ou lister des entreprises qui sont dans votre domaine, etc. Disons que c'est pour préparer le terrain pour quand ça va rouvrir. Voilà. Je parlais donc du numéro IRD qui vous permet non seulement de travailler en toute légalité, hein, les employeurs vous demandent généralement ce numéro IRD, mais en plus d'être taxé au bon niveau, parce qu'en Nouvelle-Zélande, vous êtes prélevé à la source sur votre salaire, donc jusqu'à 14 000 $ par année fiscale, donc du 1er avril au 31 mars suivant, ça c'est une année fiscale. Donc 14 000 $, vous êtes taxé à 10,5%. À partir de 14 001 $ jusqu'à 48 000 $ néo-zélandais sur l'année fiscale, vous êtes taxé à 17,5%. Ensuite, on passe à 30 et ensuite on passe à 33 ou 39%. Je ne sais pas si vous gagnerez plus de 70 000 $. Donc, on va rester sur 10,5 jusqu'à 14 000 $ et 17,5 pour les revenus entre 14 001 et 48 000 $ par année fiscale. On a un dossier sur notre site qui est consacré aux impôts en Nouvelle-Zélande, mais vous verrez, il n'est pas vraiment à jour, mais on va quand même vous le donner pour une raison simple, c'est que ce dossier, il avait pour vocation de vous expliquer comment récupérer un petit peu d'argent à la fin de l'année, à la fin de votre PVT, à la fin de l'année fiscale, parce que généralement, vous cotisez un petit peu trop et les PVTistes récupèrent souvent quelques centaines de dollars. Je ne peux pas vous promettre que ce sera énormément, ça peut être 200, 500, 700 $ environ.
Mais depuis 2019, il n'y a plus cette démarche à faire. C'est les autorités néo-zélandaises toutes seules qui font ce petit calcul pour vous et qui vous envoient directement à la fin de l'année fiscale, donc en avril ou en mai environ, l'argent que vous devez récupérer sur votre compte néo-zélandais. Donc ça peut être intéressant de laisser votre compte néo-zélandais ouvert jusqu'à ce que vous récupériez vos quelques centaines de dollars de tax return, comme on appelle ça, tax return, tax back, et ensuite, vous pourrez le clôturer. Donc voilà, même si le dossier n'est pas à jour, il y a quand même des informations dessus sur tout ce qui est imposition. Voilà. En termes de salaire, on vous l'annonçait tout à l'heure sur Facebook, vous l'avez peut-être vu, jusqu'au 31 mars 2021, le salaire minimum en Nouvelle-Zélande est de 18,90 $ de l'heure. À partir du 1er avril 2021, il va passer à 20 $ de l'heure brut. Donc, vous enlevez les 10,5 ou 17,5 si vous gagnez plus de 14 000 $. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il y a 2 salaires minimums, celui que je viens de vous donner, et également un autre qui s'appelle le Starting Out Wage, comme un salaire minimum pour les débutants, si on doit un peu faire une traduction littérale, et c'est un salaire minimum qu'un employeur a le droit de vous proposer si vous avez 18 ou 19 ans, voire moins. Ça concerne les Néo-Zélandais qui travaillent avant d'être majeurs, mais vous, pour partir en PVT, vous avez au moins 18 ans, donc je vais vous dire 18 ou 19 ans, et il correspond à 80% du salaire minimum néo-zélandais. Donc aujourd'hui, 80% du salaire minimum, c'est 15,12 $ de l'heure, et à partir du 1er avril, ce sera 16 $ de l'heure. Ça ne veut pas dire que si vous avez 18 ou 19 ans, vous devez systématiquement accepter d'être payé à ce prix-là. Mais si vous voyez que vous êtes payé un peu moins que vos collègues et que vous avez 18 ou 19 ans, ça peut s'expliquer, pardon. Voilà, c'est quelque chose qui est assez courant en Nouvelle-Zélande. Ce qu'il faut savoir avec ce salaire minimum, c'est que si vous faites n'importe quel emploi, mais notamment si vous êtes payé à la commission ou si vous faites de la cueillette de fruits et légumes, du fruit picking en étant payé au rendement, par exemple tant de dollars pour une énorme cagette ou ce genre de choses, ce qui est assez fréquent en Nouvelle-Zélande, vous devez dans tous les cas, c'est la loi qui le dit, être rémunéré au minimum, au salaire minimum néo-zélandais. Si c'est pas le cas, il faut voir ça avec votre employeur pour qu'il vous paye plus, parce que sinon il est dans l'illégalité. Je vous dis pas qu'il va forcément bien réagir si c'est le cas, mais en tout cas la loi c'est ce qu'elle dit, donc attention à pas accepter des rémunérations trop basses. Généralement, en Nouvelle-Zélande, on peut être payé, alors ça c'est un peu vague comme information, souvent on est payé à la semaine, on peut être payé aux 2 semaines et on peut également être payé au mois selon le type d'emploi qu'on occupe. Voilà, soyez pas surpris, il y a tout qui existe. Et sachez que si vous êtes payé en liquide, la seule chose à vérifier, c'est est-ce que vous êtes déclaré ou non. Si vous n'êtes pas déclaré et que ça vous dérange pas, pourquoi pas. Par contre, si vous avez l'intention d'accumuler des fiches de paye qui vont vous permettre à la fin d'étendre votre visa vacances-travail de 3 mois supplémentaires, attention à être bien déclaré et à bien avoir des fiches de paye qui vous permettront de fournir la preuve que vous avez bien fait les 3 mois de domaine vous permettant d'être éligible à l'extension. Si jamais vous n'êtes pas déclaré, là je vous parle de ça, je vous dis pas que c'est bien de pas être déclaré, je vous dis juste que bon bah voilà, ça peut arriver qu'on vous propose du travail pas déclaré, on va pas faire semblant que ça n'existe pas. Si c'est le cas, faites attention, évitez au maximum de manipuler des objets dangereux, de conduire la voiture ou le tracteur de votre employeur, parce que si vous n'êtes pas déclaré, vous n'êtes certainement pas sur les papiers de l'entreprise et donc éventuellement sur l'assurance auto ou l'assurance tracteur si jamais ça existe. Et donc si vous faites des dégâts, si vous causez un accident, ça va vous retomber dessus. Donc faites vraiment attention. Si vous travaillez au noir, faites attention à ne pas trop engager votre responsabilité civile, surtout sur de l'auto. Voilà. Donc je vous le disais tout à l'heure, en PVT en Nouvelle-Zélande, vous n'avez aucun métier qui soit interdit. Par contre, vous avez des métiers qui sont réglementés. C'est-à-dire qu'il y a des domaines, quand vous partez à l'étranger, ça concerne aussi l'Australie, le Canada et plein d'autres pays, il est possible que vous ayez besoin d'une sorte de licence, d'une certification, de rejoindre un ordre ou quelque chose comme ça. Et si vous êtes dans un de ces domaines-là, vaut mieux que vous le sachiez aujourd'hui pour faire des recherches, savoir comment obtenir cette certification, ce certificat, etc. Savoir combien ça coûte, combien de temps ça prend, plutôt que de le découvrir au moment où vous allez arriver en PVT. Si je peux vous donner quelques exemples, en sachant qu'on vous en parle dans notre dossier Trouver du travail en Nouvelle-Zélande au chapitre 5, je vais en donner que quelques-uns. Architecte, avocat, chiropracteur, électricien, ingénieur, je pense que ça dépend évidemment du domaine, radiologiste, ostéopathe,
agent immobilier contre toute attente, plombier, et puis encore, qu'est-ce que je peux donner d'autre? Dentiste. Voilà. Il y a des métiers comme ça où vous devez faire des démarches en amont. Renseignez-vous. Si c'est rapide et peu cher, voire gratuit, aucun souci, vous pourrez tout à fait envisager de travailler dans votre domaine en Nouvelle-Zélande. Par contre, si vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui s'obtient en 6 mois et qui coûte 8 000 $, par exemple, peut-être que vous allez vous dire, soit je vais faire d'autres boulots que le mien, soit je vais pas aller en Nouvelle-Zélande. C'est à vous de décider. Ensuite, ce que je voulais vous donner comme lien, on va vous donner un lien vers le site de l'immigration néo-zélandaise, vers une interface qui s'appelle, je l'ouvre en même temps que je vous le dis, Occupation Registration. Et donc, vous allez pouvoir, en fonction de votre métier, avoir des informations sur, il y a que deux choix. J'arrive pas à le dire, excusez-moi. Registration is required, un enregistrement est requis, ou bien registration is not required. Si vous voyez ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez exercer votre métier en Nouvelle-Zélande tranquillement, sans aucune démarche. Par contre, si c'est requis, renseignez-vous, vraiment. Ensuite, est-ce qu'on peut travailler dans son domaine en Nouvelle-Zélande? Ça, c'est une question qu'on nous pose assez souvent par rapport au PVT. Souvent, on peut, mais il y a déjà cette histoire de réglementation qu'il va falloir que vous creusiez. Également, quel est votre niveau d'anglais? Objectivement, est-ce que vous vous sentez capable de travailler en anglais dans votre domaine? Par exemple, si vous êtes programmeur informatique et que vous avez déjà tout le jargon anglophone, parce que je sais que dans ce domaine-là, on utilise beaucoup de mots anglais, et que finalement, vous n'aurez pas besoin de faire des grandes présentations à des clients hyper importants, etc., ça, honnêtement, c'est jouable. Par contre, si vous êtes dans le marketing, que vous allez devoir créer des PowerPoint, faire des présentations de 2 heures devant des clients qui pèsent $1 million, bon, peut-être que là, ça va être un peu négatif pour vous si vous parlez pas bien la langue du pays, et c'est normal. Il faut toujours avoir à l'esprit que face à votre CV, il y a potentiellement 20 ou 30 candidatures de Néo-Zélandais. Des Néo-Zélandais qui n'ont pas un visa d'1 an, qui connaissent bien leur marché du travail, leur culture d'entreprise, etc., et qui évidemment parlent mieux anglais que vous. Donc, sur certains domaines, vous pouvez vraiment vous démarquer, soit parce que c'est un domaine qui recrute beaucoup, je vais y revenir un peu après, soit parce que votre maîtrise du français est un atout, il y a des domaines comme ça, ou alors parce que tout simplement vous êtes dans le bien-être, la beauté, le luxe, la pâtisserie, tous les métiers de bouche. Là, forcément, vous avez un coup à jouer en tant que français ou francophone en tout cas. Donc voilà, il y a quand même une étude à faire sur est-ce que ça recrute dans mon domaine. Vous avez un outil qu'on va vous mettre en lien. Alors, je crois que je voulais vous partager cette page-là. Donc, en fait, c'est sur le site que je n'aime pas le prononcer celui-là non plus, careers.gov.nz. Alors, si vous allez sur ce site-là, vous avez des informations sur toutes les professions en Nouvelle-Zélande. Je vais voir si je peux partager cet onglet-là. J'ai pris l'exemple d'une coiffeuse. Alors, partage d'écran. Est-ce que ce serait ça? Non, c'est celui-ci. Voilà, on va voir si vous le voyez correctement. Voilà. Là, par exemple, j'ai fait une recherche sur ce site du gouvernement néo-zélandais et j'ai cherché hairdresser, donc coiffeuse. Là, vous allez avoir des précisions. Alors bon, ils m'ont sorti aussi make-up artist, qui n'a rien à voir, mais bon, ça vous donne, je pense, des domaines qui sont pas très loin. En tout cas, vous voyez que vous avez, est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois ou non? Là, c'est moyen. Pour maquilleur, c'est pas terrible, c'est pauvre, comme ils disent, hein, si je traduis littéralement. Alors que pet groomer, et pour être honnête, je ne sais pas ce que ça veut dire groomer, c'est des bonnes opportunités d'emploi. Donc ça peut être intéressant de regarder déjà ce que ça dit sur votre domaine à vous. Généralement, combien d'années d'expérience on peut vous demander ou combien d'années de formation, combien vous pouvez espérer gagner. Voilà, ce genre de choses. Et quand vous cliquez sur More about this job, vous avez plus d'informations. Et donc ça, honnêtement, je pense que pour tous les métiers que vous pensez faire en Nouvelle-Zélande, c'est intéressant de passer quelques minutes à consulter tout ça. Voilà, donc par rapport à la rémunération, c'est intéressant avant un entretien d'embauche pour savoir à peu près à combien vous pouvez vous attendre comme rémunération. Si quelqu'un vous propose une rémunération, voir si elle est dans ce que vous imaginez ou si c'est trop peu payé. Vous voyez aussi une liste de tâches
Je pense que vous voyez toujours bien mon écran. Ouais. Vous voyez une liste de tâches. Ça, typiquement, moi, j'aime bien utiliser ça pour faire le CV. Je le conseille souvent aux gens pour le Canada qui a à peu près le même type de site internet. Ça vous donne les mots-clés et les verbes d'action qui sont utilisés dans votre profession. C'est idéal quand vous allez faire votre CV et mettre vos expériences d'emploi. Vous allez en dessous chaque expérience d'emploi mettre peut-être 4 ou 5 tirets avec ce que vous faisiez. Et là, ça vous donne des bonnes idées de ce que vous pouvez écrire. Voilà, là pareil, hein, ça peut être évidemment des compétences, des tâches, toutes sortes de choses. Voilà. Là, vous avez d'autres. Je pense que ça doit être des témoignages. Voilà. Bon, je vous laisse aller fouiller en fonction de votre domaine et je vais recacher ça. Parfait. Ensuite, alors, par rapport au domaine, donc ça on a parlé, est-ce que ça recrute dans mon domaine? Je vous laisse creuser. Les domaines qui recrutent beaucoup en Nouvelle-Zélande, et là c'est encore plus le cas que jamais, malheureusement du fait qu'il n'y a pas de nouveaux PVTistes qui arrivent et que les PVTistes en place doivent être en poste, mais peut-être qu'ils ont trouvé autre chose. La cueillette de fruits et légumes, il y a vraiment beaucoup de boulot là-dedans. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de faire ça toute l'année, mais à un moment donné vous avez besoin d'argent, ou si vous voulez tout simplement faire cette expérience pendant un PVT, parce que c'est quand même plutôt cool. Moi, je l'ai fait en Australie. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande il y a 3 ans maintenant, j'ai passé plusieurs mois, j'ai rencontré beaucoup de PVTistes qui étaient là-dedans. Il y a quand même une ambiance assez sympa. Donc ça peut être de la cueillette de fruits et légumes, de l'empaquetage, du désherbage, de la taille, de l'éclaircissage. Il y a pas mal de domaines différents. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous abîmer le dos, même si globalement c'est des boulots d'extérieur qui sont un peu physiques. On a 3 dossiers thématiques sur pvtis.net que je vous invite à consulter si ce domaine vous intéresse. Le premier, c'est le fruit picking et le travail saisonnier en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas que le fruit picking dedans, c'est tous les boulots saisonniers, notamment le ski. Si vous voulez travailler en station, il y a des informations dans ce dossier-là. Ensuite, pour ceux qui veulent faire des recherches par île, l'île du Nord et l'île du Sud, on a 2 dossiers thématiques avec pour chacune des 2 îles avec des noms d'entreprises. Donc ça peut être intéressant de regarder un peu celles qui recrutent tous les ans avec les périodes, à quelle période on ramasse quoi, dans quelle région, grosso modo. On ramasse ou on éclaircit ou on taille, etc. Donc vous avez, il y a beaucoup d'informations dedans. C'est des dossiers qui sont pas forcément très récents. Il est possible qu'entre-temps il y ait eu quelques nouvelles entreprises ou ce genre de choses, mais vous avez quand même beaucoup d'informations qui peuvent vous être utiles. Je me souviens quand j'étais en Nouvelle-Zélande et que j'étais avec des gens qui ramassaient des kiwis ou des avocats, j'avais vérifié ce dossier et effectivement ça confirmait. Il y avait même le nom des boîtes dans lesquelles les PVTistes que je connaissais travaillaient. Donc vraiment c'est des bonnes ressources pour vous. Le tourisme recrute beaucoup. Pas forcément maintenant, évidemment, puisque les touristes ne sont pas là, mais quand ça va reprendre, si vous êtes dans l'hôtellerie, restauration, que vous parlez quand même plutôt bien anglais et peut-être même d'autres langues, il y a quand même du travail dans le tourisme. Vous pouvez peut-être envisager aussi de faire des livraisons, ça peut être Uber Eats, Deliveroo, etc. Il y a toujours ce genre de petits boulots. Et puis ensuite, vous avez beaucoup de boulots, évidemment, dans la vente. Ça peut être des boulots, alors ça c'est un boulot qui est très ennuyeux, mais qui paye plutôt bien et qui est commun d'ailleurs à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie et au Canada, c'est les traffic controllers, ceux qui font stop, go, quand il y a des travaux sur la route. J'en ai vu moi quand j'y étais en 2018 parce que à Christchurch il y avait pas mal de travaux dans la région de Kaikoura et en fait c'est un boulot qui est un peu ingrat, s'il fait froid, s'il y a du vent, s'il pleut. Vous êtes toute la journée à tourner le panneau comme ça. Par contre, c'est très bien payé. Donc, ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Voilà, je sais aussi qu'en Nouvelle-Zélande, il y a du boulot dans la soudure. Il y a vraiment plein de domaines qui sont amenés à recruter. Vous avez aussi 2 sites internet, le site Sidekicker et le site Airtasker qu'on va vous mettre en lien en commentaire, qui sont des sites internet de boulot très temporaires. Quelqu'un qui a besoin pour une journée ou pour 2 heures de quelqu'un, je sais pas, pour monter un meuble, pour tondre sa pelouse, je vous dis n'importe quoi, ça peut être vraiment plus varié que ça. Pour garder des enfants, par exemple, vous pouvez trouver des offres dessus. Ça peut être intéressant de vous mettre dessus en début de PVT. Ensuite, alors, ce que je voulais également partager avec vous, c'est le chapitre 6 de notre dossier « Trouver du travail en Nouvelle-Zélande ». Alors, on vous parle dessus. En fait, ma collègue Marie a bien travaillé ce sujet-là. Et elle vous donne quand même beaucoup d'informations. C'est pour ça que je ne vais pas tout vous citer ce soir parce que je pense que ce serait trop long. Mais si vous allez dessus, donc « Trouver du travail en Nouvelle-Zélande » au chapitre 6, hop.
Vous allez voir qu'elle a donné des informations sur le secteur du tourisme et elle vous a mis les chaînes qui sont amenées ou les entreprises qui sont amenées à recruter dans le tourisme. Pareil pour l'hôtellerie-restauration. Elle vous a noté notamment ça peut être des agences d'intérim, ça peut être des entreprises qui font du recrutement dans ce domaine-là en Nouvelle-Zélande. Là aussi, vous pouvez aller fouiller dessus. Pour le fruit picking, il n'y a pas vraiment d'agence à proprement parler, quoique je suis en train de dire une bêtise. C'est plutôt pour ceux qui ont des compétences en agronomie, pardon, ou dans l'industrie laitière. Vous avez aussi des entreprises qui peuvent ou des agences qui peuvent vous aider à trouver du travail. Donc, regardez bien ça. Pour ceux qui sont dans les technologies de l'information et de la communication, pareil. Elle vous a mis d'autres informations. Et ensuite, je crois que c'est le dernier point, c'est la construction, qui est clairement un des domaines qui recrute le plus en Nouvelle-Zélande. Ça recrute de façon générale, mais comme en plus, malheureusement, il est arrivé à plusieurs reprises que certaines régions soient touchées par des tremblements de terre, et je pense notamment à Christchurch, il y a du travail. Voilà, donc ça, là aussi, vous voyez à l'écran des agences qui peuvent être intéressantes pour vous. Il y a également le domaine de la santé, autant pour moi. Ça, honnêtement, aujourd'hui, plus que jamais, il y a ça recrute. Ça veut pas dire que c'est pas réglementé, hein. Il est possible que vous ayez des démarches à faire en arrivant en Nouvelle-Zélande pour travailler, mais ça peut quand même être des bons contacts pour vous pour chercher du boulot. L'ingénierie, il y a encore des domaines. Je pensais que ça s'arrêtait à la construction, mais en fait, elle a vraiment noté beaucoup d'entreprises dans beaucoup de domaines. Donc l'ingénierie et ensuite l'exploitation pétrolifère et gazière, le business et la finance, la publicité et le marketing. Il n'y en a que 3, mais ça peut quand même servir. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter ce dossier thématique si vous êtes dans l'un des domaines que je viens de citer. Ensuite, quand on parle pas bien anglais, dans quel domaine on peut espérer travailler en Nouvelle-Zélande? Le fruit picking, la cueillette de fruits et légumes, c'est idéal pour ça. Évidemment, il faut comprendre les consignes, mais souvent, ça s'explique plutôt par des gestes. Et en plus de ça, on a toujours un copain, un voisin qui pourra nous donner des informations si on n'a pas bien compris. Ensuite, il y a tous les jobs cachés. Je le cite absolument tout le temps parce que ça m'avait marqué. Quand j'étais partie en PVT au Canada, j'étais à Toronto et j'avais rencontré un PVTiste qui parlait vraiment, vraiment très, très mal anglais. Il s'est fait embaucher de nuit au McDo derrière pour faire les burgers. Il a parlé avec ses collègues et tout. Et je l'ai revu 6 mois plus tard et il parlait, alors pas parfaitement, mais il était hyper à l'aise. Donc les boulots cachés qui font que vous n'êtes pas en contact avec la clientèle et que donc vous n'allez pas les faire répéter 36 fois ou ramener le mauvais plat ou pas comprendre l'allergie de la personne. Je pense souvent aux gens qui sont dans le service, dans les restaurants. On peut penser qu'on n'a pas besoin de l'anglais, mais attention, on peut faire des grosses bêtises si on parle pas bien anglais. Donc voilà, les boulots cachés qui vous permettent de pas être en contact direct avec les employeurs, ça peut être quelque chose pour vous. La livraison aussi, ça peut être des déménagements, du lavage de voitures, ce genre de choses. Il y a un certain nombre de boulots qui nécessitent pas un très bon niveau d'anglais, voire pas du tout d'anglais. Pour les domaines qui sont en demande en Nouvelle-Zélande, avant la crise, il y a des métiers qui ressortaient assez souvent. Ils sont encore présents aujourd'hui, je vais vous les citer, même si c'est le premier que je vais donner, c'est celui qui est le plus en pause. Tout ce qui est hospitality, c'est-à-dire restauration, bar, service, etc. Le tourisme, le voyage. Ensuite, la construction, l'ingénierie, le transport et la logistique, tout ce qui est usine et la santé, bien évidemment. Voilà, ça c'est des domaines qui, globalement en Nouvelle-Zélande, recrutent bien. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande a une liste qu'elle a depuis des années. En fait, elle a 3 listes des domaines en demande en Nouvelle-Zélande et cette liste, elle est mise à jour quand il y a besoin. Donc, elles sont intéressantes pour vous. La première, c'est la Long Term Skill Shortage List, excusez-moi. La deuxième, c'est la Regional Skill, en fonction des régions. Et la dernière, c'est lié à la construction. On va vous mettre un lien vers le site Skills Shortages sur le site des autorités néo-zélandaises et dessus vous allez pouvoir consulter ces listes et voir si votre métier est dedans. S'il est dedans, ça veut dire que vous avez de bonnes chances de trouver un boulot pendant votre PVT et il est même possible, même si je ne connais pas tous les petits détails de ces démarches-là, je sais que pour certaines personnes, c'est possible aujourd'hui de postuler à des visas qui ne sont pas du tout des visas vacances-travail, mais des visas de travail qui vous lient à un employeur parce que ces employeurs ont du mal à recruter. Donc, si vous avez vraiment envie de partir en Nouvelle-Zélande et que vous avez un métier qui est dans ces listes-là, je vous invite à regarder les visas qui sont liés à ces domaines en demande. Que je vous dise pas de bêtises, il me semble que quand on clique
Ouais, voilà. Quand vous cliquez sur Long Term Skill Shortage List, vous avez des informations sur le Long Term Skill Shortage List Work Visa, le visa qui est lié à cette liste-là. Je regarde si c'est pareil pour Regional. Non. Pour le deuxième, c'est un Essential Skills Work Visa. J'ai décidé de pas réussir à parler anglais ce soir, vous m'excusez. Et pour la construction, c'est pareil. Essential Skills Work Visa. Donc peut-être que vous pourriez être éligible à un autre type de visa. C'est sûr que c'est pas du tout une expérience PVT, mais peut-être que ça peut être l'occasion pour vous de partir malgré tout si jamais vous trouvez un employeur qui veut vous embaucher. Pour les boulots peu ou pas rémunérés, donc vous pouvez envisager d'être au pair. Souvent, c'est jeunes filles au pair, même si certaines familles acceptent des jeunes hommes au pair. Donc au pair, c'est s'occuper des enfants, aller les chercher à l'école et faire quelques tâches ménagères à côté. On peut espérer toucher entre 200 et 400 $ par semaine selon les familles, selon le nombre d'enfants, selon ce qui est demandé en tâches ménagères, etc. Et à côté de ça, on est logé, nourri, blanchi. Donc c'est pas mal pour un début de PVT. Il y a beaucoup de filles qui font ça, beaucoup en Australie, mais je pense qu'il y en a aussi en Nouvelle-Zélande. Ça peut être pour 6 mois par exemple, comme ça vous mettez de l'argent de côté, vous en dépensez pas, vous parlez anglais, et ensuite il vous reste vos 6 derniers mois de PVT pour en profiter. Vous pouvez également envisager, quand vous êtes dans une auberge de jeunesse ou si vous la contactez avant de vous y rendre, vous pourriez peut-être lui proposer de faire ce que font beaucoup d'auberges de jeunesse en Nouvelle-Zélande. C'est en gros, elle vous fournit un lit gratuitement dans un dortoir et en échange, vous travaillez peut-être 2 heures ou 3 heures par jour dans l'auberge de jeunesse. 2 heures, je dirais. Ouais, souvent, c'est un petit peu plus que la vraie valeur de votre lit en dortoir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous permettre de ne pas payer de logement. Voilà, vous bossez, vous faites les lits, vous nettoyez les cuisines, les salles de bain, les toilettes, etc. Enfin, et on vous a peut-être déjà mis le lien en commentaire de la vidéo, il y a tout ce qui est volontariat. Vous avez peut-être entendu parler du woofing, du workaway ou du help exchange, le helpix. En gros, le volontariat, c'est pas comme du bénévolat. Le bénévolat, c'est donner de votre temps sans rien en échange, à part bien sûr à la satisfaction de donner du temps à un projet qui vous intéresse, qui vous tient à cœur. Là, le volontariat, vous n'êtes pas rémunéré, mais en échange, vous êtes logé, nourri, blanchi. Donc, en gros, la règle, c'est de travailler 4 à 6 heures maximum par jour, 5 jours par semaine, pour aider une petite structure, une famille, une petite entreprise qui n'a pas forcément le budget pour embaucher des gens, mais qui veut bien vous loger et vous nourrir en échange de votre travail. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de PVTistes font. On va vous mettre en lien, je pense qu'on peut vous mettre en lien le témoignage de Abby et Juliette, les mêmes qui ont prolongé leur PVT Nouvelle-Zélande dont je parlais tout à l'heure. Elles ont commencé leur PVT Nouvelle-Zélande avec un volontariat parce que leur niveau d'anglais était trop mauvais. Elles m'ont dit, on a fait ça parce qu'on s'est dit que c'était le meilleur moyen pour un petit peu se lancer en anglais. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant en début de PVT ou en cours de PVT pour ne pas rester les deux pieds dans le même sabot si par exemple on trouve pas de boulot, pour pratiquer l'anglais, pour être en immersion souvent dans une famille néo-zélandaise. On vit pas toujours avec eux et on mange pas toujours avec eux, en tout cas on les côtoie tous les jours, donc forcément c'est quand même une immersion. Et puis, c'est arrivé à des PVTistes de faire ça. Et puis, à un moment donné, la ferme avait besoin de plus d'aide. Donc, en plus de leurs heures de volontariat, ils avaient des heures rémunérées. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Si vous cherchez du bénévolat classique, donc sans être logé et nourri, on va vous donner le lien vers le site volunteeringnz.org.nz, un site qui vous parle de tout ce qui est bénévolat en Nouvelle-Zélande. Pour votre CV maintenant, sachez qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de format A4, c'est un format lettre, format letter. Donc quand vous enregistrez sous Word par exemple votre CV, faites attention à bien enregistrer non pas au format A4 mais au format lettre. Si jamais ce soir il y a des Canadiens qui nous écoutent, pour vous ça change rien, c'est le même format que chez vous. Par contre pour les Belges et les Français, il faut faire ce changement-là. C'est surtout si l'employeur imprime votre CV, en fait, il va être coupé parce que le format n'est pas le même. Sur un CV néo-zélandais, on ne met pas de photos personnelles, de photos et d'informations personnelles. Grosso modo, on est dans une culture anglo-saxonne où on évite de mettre des informations qui sont discriminantes sur le CV, donc photos, âge, nationalité, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, ce genre de choses. On s'appuie pas dessus. Et donc, vous êtes dans
dans une culture anglo-saxonne, donc vous allez faire un CV vendeur. Vous n'hésitez pas à bien mettre des verbes d'action. Pour chaque poste, vous détaillez 4 ou 5 choses, 5 tâches que vous faisiez qui sont vraiment pertinentes, qui peuvent vous distinguer des autres candidats. C'est-à-dire que vous pouvez mettre bien sûr les tâches classiques de votre métier partout dans le monde, mais si vous avez fait des choses un peu plus originales, vous n'hésitez pas à les mettre en avant à cet endroit-là. Ça peut être un plus pour votre candidature. Si vous êtes dans un domaine où il y a de l'argent, une gestion d'équipe, ce genre de choses, vous n'hésitez pas à vous appuyer sur des chiffres convertis en dollars néo-zélandais. Souvent, les employeurs aiment bien quand on s'appuie sur des chiffres, si c'est pertinent, bien sûr. Si vous gériez 12 personnes, si vous avez contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires, si vous avez été le meilleur vendeur de votre entreprise avec tel chiffre, etc., n'hésitez pas à mettre ce genre de choses. Si vous cherchez un emploi dans votre domaine, n'hésitez pas à faire un CV long. Ça peut être 2 à 3 pages en Nouvelle-Zélande. Si et seulement si vous avez des choses à dire, bien sûr. Il ne s'agit pas de blablater, c'est plutôt si vous avez plein de choses à montrer avec plein de compétences, etc. Vous n'hésitez pas à être un petit peu bavard sur votre CV. Par contre, si vous cherchez un petit boulot, notamment au début ou même pendant tout votre PVT, vous faites des CV plus courts, 1 page généralement, pourquoi pas 2, mais voilà, soyez plutôt concis, plutôt clair. Les CV sont parcourus assez vite, surtout pour les petits boulots, donc ne perdez pas trop de temps à faire un CV que l'employeur va dire c'est trop long. Voilà, faut que ce soit impactant assez rapidement avec vos compétences, votre expérience pro, et évidemment vos soft skills dont on parle de plus en plus. Tout ce qui est savoir-être, prise d'initiative, travail en autonomie, travail en équipe, etc. Voilà. Sur votre CV, vous allez expliquer en 2-3 phrases en haut rapidement ce que vous avez fait, votre expérience professionnelle principalement, et ce que vous envisagez de faire aujourd'hui. L'idée, c'est que cette phrase, elle soit en adéquation avec le poste auquel vous postulez. Si vous envoyez la même candidature à plein d'entreprises différentes, peut-être que ça va pas vraiment coller et vos candidatures vont pas forcément être prises au sérieux. Donc, n'hésitez pas à changer, ne serait-ce que cette phrase-là, dans vos candidatures. De même que dans votre lettre de motivation, il y a peut-être une phrase que vous pourriez décider d'adapter aux entreprises dans lesquelles vous voulez travailler, surtout si c'est pour être dans votre domaine, bien évidemment. Si c'est un petit boulot, ça sert à rien de faire semblant que c'est le boulot de votre vie non plus, hein. Bien évidemment. Pour les diplômes, vous pouvez mettre vos diplômes français et entre parenthèses équivalent à tel diplôme néo-zélandais. Dans le chapitre 8 de notre dossier Trouver du travail en Nouvelle-Zélande, on vous a listé un peu les équivalences de diplômes en fonction des diplômes néo-zélandais. Pour votre CV, on va vous mettre un lien vers le site careers.gov.nz qui a un CV Builder, un constructeur de CV. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour faire votre CV. Je pense que si le gouvernement vous le met à disposition, c'est que c'est hyper fiable, hyper efficace. Donc, utilisez bien cet outil-là. Si vous voulez parler de vos loisirs, pourquoi pas, c'est bien, mais il faut que ce soit pertinent pour le poste. Par exemple, vous allez travailler beaucoup en équipe et vous avez fait, je dis tout le temps ça, donc je vais changer de sport, et vous avez fait 8 ans de basket cette fois-ci. Ça peut être pertinent, effectivement, de dire que vous avez fait du basket pendant 8 ans parce que ça fait partie de ces sports d'équipe où il faut communiquer, où il faut avoir affaire à des caractères différents, où il faut faire face à plein de situations, des victoires, des défaites. Donc forcément, c'est hyper similaire à une ambiance de travail d'équipe quand il y a des challenges, par exemple. Donc voilà, si c'est pas du tout pertinent, évitez de mettre des choses qui sont inutiles. Pays anglo-saxon oblige, il est possible que votre employeur vous demande des références d'anciens employeurs. Donc n'hésitez pas à contacter vos employeurs actuels ou un collègue peut-être, ou vos anciens employeurs pour savoir s'ils sont OK pour être votre référence, si jamais un employeur le demande. Souvent, ça c'est vraiment pour les boulots qualifiés. Pour les petits boulots, souvent les employeurs se cassent pas la tête à contacter les références, mais pour les boulots assez qualifiés, il est possible qu'ils soient contactés. Donc vérifiez bien sûr que c'est des références qui sauront répondre en anglais à des questions. Parce qu'évidemment, les employeurs ont tendance à contacter les employeurs. C'est pas juste comme ça pour vous tester. Toujours sur le site Careers qu'on vient de vous donner pour le CV Builder, là vous avez un kit qui s'appelle le Job Hunters Toolkit, le kit, la boîte à outils du chercheur d'emploi. Donc c'est le gouvernement là aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous être utiles et notamment des lettres de motivation, des conseils pour l'entretien d'embauche, entre autres choses.
On va vous donner encore 3 autres liens qui peuvent vous donner des exemples de CV et de lettres. Là aussi, c'est pas le gouvernement, mais c'est des universités, donc hyper fiables. Moi, je sais que j'aime bien avoir des exemples différents. Comme ça, je les mets tous devant moi et je prends chez chacun ce que j'aime bien. Donc, il y a un lien vers le site de l'université d'Otago, l'université d'Auckland et l'université de Canterbury. Les 3 vous donnent aussi des exemples. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous, pour votre lettre de motivation, il faut que ce soit un petit peu personnalisé, je viens de vous le dire, c'est bien au maximum, en haut de votre lettre, d'avoir de l'adresser à l'attention de la personne qui recrute. Si vous répondez à une offre, regardez s'il y a son nom dessus. S'il n'y a pas son nom, vous pouvez envisager de contacter par téléphone l'entreprise pour lui dire j'ai vu l'offre d'emploi, blablabla, sur votre site internet ou sur tel site internet. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la personne qui est chargée du recrutement? J'aimerais le mettre sur ma lettre de motivation. Là, normalement, on va vous la donner. C'est plus dur si vous faites une candidature spontanée, mais voilà, si vous répondez à une offre, essayez au maximum que votre lettre soit personnalisée avec le nom de l'entreprise, le nom du recruteur, et surtout, une fois que vous avez son nom, ne mettez pas monsieur, madame, parce que je sais que par réflexe, souvent, on va mettre monsieur, madame, en bas, monsieur, madame dans les remerciements. Si c'est une madame, mettez madame aux deux, bien évidemment. Ça peut paraître bête, mais je préfère le dire. N'hésitez pas à bien chercher des informations sur l'entreprise. Encore une fois, on parle si c'est pour un boulot qui vous tient vraiment à cœur. C'est important de connaître les valeurs de l'entreprise, ses produits, ses services, ses projets, qu'est-ce qu'elle a fait récemment. C'est peut-être une chose sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer dans la lettre de motivation pour dire récemment votre campagne, gna 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 gna. Voilà, montrer que vous vous êtes un peu intéressé et puis peut-être dire que vous avez des valeurs communes. Ça, c'est bien pour votre lettre de motivation. Je pense que c'est vraiment important de personnaliser. Ça peut vraiment faire la différence par rapport à d'autres candidats qui vont envoyer une lettre de motivation qu'ils ont envoyée à absolument tout le monde. Relisez-vous au maximum. C'est vrai que c'est pas facile si on n'a pas quelqu'un qui parle super bien anglais autour de nous d'être sûr qu'il n'y a pas de faute. Je sais pas, faut essayer de trouver des solutions. Moi, ce que je disais souvent, si vous postulez en arrivant en PVT, ce qui est le cas de la majorité des personnes, bien sûr, vous pouvez postuler à distance, mais souvent on le fait moins parce que souvent les entreprises ne répondent pas. Si vous êtes sur place, en auberge de jeunesse, si vous êtes avec un Néo-Zélandais, un Anglais, un Irlandais ou un Australien, vous lui demandez s'il peut relire vite fait et vous lui payez une bière. Moi, je me dis que ça, c'est quelque chose qui peut être apprécié. En plus d'être sympa, voilà, je pense que ça le dérangera pas. Surtout sur les tournures de phrases et puis voir qu'il n'y a pas de coquilles, quoi, pas de faute d'orthographe. Dans votre lettre de motivation, vous allez parler donc une petite partie consacrée au job pour lequel vous postulez, vous indiquez comment vous l'avez trouvé, pourquoi vous voulez travailler dans cette entreprise, qu'est-ce que vous avez à lui offrir, et puis vous faites les formules de politesse. Voilà, c'est des conseils classiques, mais voilà, travaillez bien votre lettre si le boulot vous tient à cœur. Ça peut paraître bizarre, mais mardi dernier, on a fait un atelier qui était consacré au CV et à la lettre de motivation pour le Canada, dans le cadre d'une semaine de l'emploi au Canada. Vous pouvez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube, on va vous mettre le lien. Vous pouvez vous dire, mais on parle pas au Canada là? Oui, c'est vrai, mais il y a des codes qui sont quand même hyper similaires, je trouve, entre le monde du travail canadien, australien et néo-zélandais. Je pense qu'il y a certains conseils que je viens de vous donner là qui étaient déjà donnés mardi dernier, mais il y en a peut-être d'autres qui pourraient vous intéresser. Évidemment, j'essaie de réfléchir. Non, je crois que comme je parle pas de la recherche d'emploi, tous les conseils peuvent être à peu près valables pour un CV, une lettre de motivation en Nouvelle-Zélande, à part que le CV néo-zélandais peut même être encore plus long qu'un CV canadien si vous avez de l'expérience. Ensuite, pour trouver du travail, il faut avoir à l'esprit que 70 à 75% des offres d'emploi ne sont pas diffusées en Nouvelle-Zélande. Dans le chapitre 10 de notre dossier Trouver du travail en Nouvelle-Zélande, on vous a mis une vidéo qui a été créée par le gouvernement néo-zélandais, si je ne dis pas de bêtises, qui parle de ce marché du travail caché. En fait, ça veut dire que ces boulots-là, ils sont faits au réseau et en interne, principalement au réseau. Quelqu'un qui va recruter, il va regarder autour de lui. Tu connais pas quelqu'un qui est là-dedans. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas le quelqu'un de gens en Nouvelle-Zélande, jamais on pensera à vous et jamais vous verrez ces 70 à 75% d'offres d'emploi. Pour les petits boulots, ça fonctionne pas trop ça. Généralement, les gens mettent des offres dans leur vitrine, dans les journaux, sur Internet, éventuellement dans des groupes Facebook, au supermarché, dans les auberges de jeunesse, ce genre de choses. Pour tout ce qui est vente, restauration, tout ce qui est cueillette de fruits et légumes, etc. Pour les boulots plus qualifiés,
Le réseau va être hyper important pour vous. Vous pouvez commencer à l'activer depuis la France avec notamment le réseau LinkedIn ou en vérifiant peut-être auprès de vos potes sur les réseaux sociaux si ils n'ont pas un cousin, un ami, un ancien ami de fac ou quoi qui se trouve actuellement en Nouvelle-Zélande. On ne sait jamais, ça peut vous ouvrir des portes. Je vais reparler un peu de LinkedIn un petit peu après, mais c'est vrai que le réseau va être important une fois sur place. Faites du bénévolat, rencontrez des gens via des événements culturels, peut-être à l'Alliance française, peut-être dans les chambres de commerce. Ça peut être aussi des événements totalement informels, ça peut être de la danse, du sport, vraiment des choses différentes, en glissant toujours ça et là que vous êtes dans tel domaine. Sans tout de suite donner votre CV, sans être lourd. Laissez les gens venir à vous, soyez plus subtil. Dites simplement si quelqu'un vous parle, ah vous êtes français, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah bah là je suis venue pour un an, j'ai toujours rêvé de venir ici. Bon l'idéal ce serait quand même que je trouve un boulot dans mon domaine, mais pour l'instant je suis super content. Vous êtes positif, vous n'avez rien demandé, le message est passé. Si la personne s'intéresse à vous d'une certaine façon, il est possible qu'elle vous dise, ah oui vous êtes dans quoi? Et c'est là que vous pouvez dire, bah voilà je suis dans tel domaine. Dans tel domaine, c'est vrai que j'ai travaillé 3 ans là-dedans, mais c'est vrai qu'ici j'ai pas encore commencé à chercher, ou alors j'ai commencé à envoyer des candidatures. Pour l'instant, j'ai pas de retour, mais je persévère. Je suis sûre que ça va finir par marcher. Voilà, une attitude qui colle à la culture du pays, donc très optimiste, très positive. Et peut-être que cette personne va vous dire, tu peux m'envoyer ton CV, j'ai quelqu'un que je pourrais te présenter. Voilà, ça se fait plutôt comme ça le réseau. Subtilement, et si la personne vous propose rien, c'est pas grave, continuez votre relation avec elle. Peut-être que c'est pas aujourd'hui qu'elle pourra quelque chose pour vous, mais peut-être que dans 2 semaines elle entendra parler de quelque chose et elle pensera à vous. Voilà. Pour la recherche d'emploi, bien sûr, Internet, c'est une ressource comme une autre, même si tous les boulots ne sont pas dessus. Et les 2 sites Internet qui sont intéressants pour vous, c'est Seek, S-E-E-K, qui veut dire chercher en anglais. Et le deuxième, c'est Trade Me, un site hyper connu en Nouvelle-Zélande pour beaucoup de petites annonces et notamment pour le boulot. On va vous mettre également les liens en commentaire. Je vous le disais tout à l'heure, le porte-à-porte marche bien généralement. Là, pour le moment, bon, c'est pas possible, mais quand vous serez sur place, pensez toujours à demander à parler au manager. Soyez toujours présentable. Par exemple, vous sortez, vous revenez d'une séance de surf et vous voyez un panneau dans une vitrine, vous êtes en short, vous y allez pas bien sûr. C'est pas parce qu'on est dans des pays cool où les gens sont détendus, etc., qu'il faut pas être professionnel sur la première approche qu'on a avec l'employeur. Et puis préparer quelques phrases de présentation sur je suis là depuis tant de temps, je suis là pour un an, je travaille, j'ai X années d'expérience dans ce domaine, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, voilà, ce genre de choses. Voilà, j'ai parlé des journaux. Alors, il y a plusieurs journaux qui existent, vous pourrez voir dans la ville dans laquelle vous êtes. Pour n'en citer que 2, dans la région d'Auckland, c'est le New Zealand Herald, avec un H, Herald, et à Wellington, c'est le Dominion Post. Voilà, il peut y avoir des offres d'emploi dans les journaux. C'est vrai que ça paraît moyenâgeux, on dirait que je suis une grand-mère quand je vous dis ça, mais on peut trouver du boulot comme ça aussi. Dans les auberges de jeunesse, je vous le disais tout à l'heure, c'est possible. Effectivement, moi, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais dans la région de la Bay of Plenty, sur l'île du Nord, dans une ville qui s'appelle Katikati, où il y a une auberge de jeunesse. Je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais à l'époque, on était beaucoup de jeunes à vivre dedans. Et effectivement, il y avait des annonces dedans pour du boulot dans les kiwis et dans les avocats. Et puis, pas très loin, dans une autre ville, je me rappelle plus le nom. Enfin, il y a beaucoup de villes dans la région où, dans les auberges de jeunesse, il y avait des offres d'emploi. Quand vous faites des candidatures, pensez à faire un suivi, à relancer après 4-5 jours peut-être. Si vous passez un entretien d'embauche, peut-être lui demander, vous savez quand vous allez prendre une décision? Comme ça, si vous disent mardi prochain et que mercredi prochain, vous n'avez pas de nouvelles, vous savez que vous pouvez relancer par exemple. Souvent, dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt bien vu de relancer, ça montre que vous êtes vraiment motivé. L'université d'Otago vous donne des conseils, on va vous mettre le lien en commentaire, pour faire des candidatures spontanées. C'est pas très long comme article, mais ça peut vous donner quelques pistes intéressantes. En tout cas, si vous voulez travailler dans un domaine précis, aujourd'hui vous pouvez pas partir. Alors pourquoi pas passer sur les pages jaunes, les Yellow Pages. Le site internet c'est yellow.co.nz et puis chercher les entreprises qui sont dans votre domaine, peut-être vous faire une liste d'emails. Alors, je sais pas si sur les Yellow Pages il y a les emails, mais peut-être aller sur les sites internet, prendre du temps. C'est vrai que on peut se dire waouh, c'est chronophage, peut-être que je vais lister 200 entreprises et qu'aucune ne va m'embaucher. C'est vrai, mais si on doit retenir quelque chose de cette pandémie, c'est que on a du temps. Et donc peut-être que vous allez
perdre ou en tout cas passer du temps à faire ça, mais peut-être aussi qu'en allant sur les sites de ces entreprises-là, vous allez en découvrir plus sur le type de produits que ces gens font, sur le type de service. Peut-être que vous allez trouver des choses qui différencient votre domaine en Nouvelle-Zélande et chez vous en France, Belgique ou Canada. Je sais pas. Je pense que c'est jamais perdu. En fait, ça peut vous donner des informations et puis surtout, vous aurez cette liste qui sera pas négligeable le jour où vous pourrez partir, parce que vous pourrez même envoyer, pourquoi pas, une candidature 2 semaines avant de partir en disant j'arrive sur le territoire néo-zélandais je vais pas donner de date parce que je sais absolument pas quand ça va rouvrir et je suis là pour 1 an avec un Working Holiday Visa. Et en faisant ça, peut-être que vous pourriez avoir des entretiens dès les premiers jours de votre PVT. Si votre candidature est bien faite, avec des lettres bien construites, avec une petite personnalisation, etc. Bien sûr, si vous êtes dans des domaines, si vous cherchez dans la cueillette de fruits et légumes, la restauration, dans un bar ou par exemple dans un magasin pour être vendeur ou vendeuse, n'envoyez pas de CV avant, je pense que c'est pas pertinent. Vous pouvez attendre d'être sur le territoire ou alors vraiment quelques jours avant, quand vous voyez par exemple si vous arrivez, alors je vais donner une date loin exprès pour rien promettre, si vous arrivez le 12 décembre 2022 et que vous voyez que il y a un boulot pour lequel il faut envoyer les candidatures avant le 10 décembre 2022, peut-être que vous pouvez envoyer une candidature, comme ça si la personne vous recontacte, vous lui avez précisé dans votre email que vous arriviez 2 jours après, comme ça elle met pas de côté votre candidature. Des agences d'intérim peuvent aussi vous aider à trouver du boulot. On peut vous donner le site internet rcsa.com. Ah oui, mais alors ça c'est .com.au. Oui, si, c'est bon. C'est un site avec une URL australienne, mais en fait, vous verrez, vous allez pouvoir cocher Nouvelle-Zélande et ça va vous sortir toutes les agences d'intérim du pays. Toutes. Genre, à la limite, si Adecco est présente dans 14 villes, il y aura 14 fois Adecco. Mais du coup, vous allez pouvoir voir celles qui sont peut-être dans des domaines bien précis, dans votre domaine. Et là aussi, ça vous fait des contacts pour le jour où vous pourrez balancer vos CV quand les frontières auront ouvert. Voilà. Ça, c'est plutôt généralement pour les gens qui parlent bien anglais, les agences d'intérim, ou les gens qui sont dans des domaines qui recrutent beaucoup, comme la construction. Vous pouvez envisager de faire des recherches sur des groupes Facebook en cherchant Job Opportunities. Je sais pas, peut-être qu'on a Wellington Jobs, Queenstown Job Opportunities. Essayez de chercher différentes choses avec job et la ville dans laquelle vous voulez aller. Il y a peut-être des groupes qui vont sortir. N'hésitez pas à vous y ajouter. Petit rappel, parce qu'il y a toujours des arnaqueurs de tout temps et dès qu'il y a des besoins, il y a toujours des gens pour trouver des idées farfelues. On ne paye jamais pour travailler. C'est vraiment une règle que vous devez retenir. Si quelqu'un vous demande de payer pour être sur une liste d'attente, partez. Cherchez un boulot ailleurs, vraiment. Pour LinkedIn, alors c'est généralement pour les boulots qualifiés que ça va être pertinent pour vous, mais c'est important d'activer ce réseau avant de partir, surtout si vous cherchez un boulot qualifié. Suivez des gens qui sont dans votre domaine, aimez les pages, aimez les posts, partagez-les, commentez-les. Partagez vous-même des posts sur votre domaine. Je sais pas moi s'il y a un débat sur votre domaine pour une raison ou pour une autre dans la presse, s'il y a des choses qui sont dites, si en ce moment ça recrute beaucoup, si ça subit la crise, peu importe. Vous pouvez tout à fait faire des publications sur votre compte LinkedIn avec des hashtags qui font que peut-être des gens vont voir votre publication. Parce qu'il y a beaucoup de recruteurs et beaucoup d'employeurs qui utilisent ce réseau. LinkedIn avec des hashtags et qui tombent sur vous. Donc, ça peut vous donner de la visibilité. Vous pouvez mettre le petit bandeau vers Open to Work. Peut-être pas maintenant parce que, peut-être pas mettre des hashtags New Zealand ou ce genre de choses parce que vous ne pouvez pas partir. Sauf si vous êtes dans un domaine hyper en demande, on l'a dit tout à l'heure. Il y a peut-être des opportunités d'autres visas. Mais en tout cas, à l'approche de la réouverture et de votre départ, vous mettez Open to Work, vous mettez dans votre présentation le hashtag New Zealand Open to Work. Il y a peut-être des choses qui vont se passer comme ça aussi. Pour l'entretien d'embauche, l'université d'Otago, décidément, elle vous donne beaucoup d'informations. Elle a une section précise qui vous donne des informations sur l'entretien d'embauche. Ça, je ne pourrais pas vraiment vous donner de conseils personnels. Je voudrais pas vous dire de bêtises parce que j'en ai pas fait en fait en Nouvelle-Zélande, donc je préfère vous laisser aux experts. Voilà. Si vous faites un entretien d'embauche pour un petit boulot, c'est totalement informel. Si c'est pour un boulot plus qualifié, imaginez qu'on va vous poser des questions sur vos qualités, vos défauts, pourquoi vous embauchez-vous plutôt qu'un néo-zélandais, voilà, ce genre de choses. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans telle situation un jour? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, ou des questions peut-être un petit peu pièges. Voilà, donc renseignez-vous.
Pour la période d'essai, alors en Nouvelle-Zélande, ça peut arriver d'être en période d'essai, ça peut durer jusqu'à 3 mois, mais vous devez être rémunéré pendant cette période d'essai. Par contre, on peut parler également de Pre-Employment Trial Period, c'est comme une période d'essai. Par exemple, si un restaurant veut voir si vous êtes bon, il peut vous demander de bosser 3 heures dans la journée et puis vous dire bah reviens pas ou reviens, c'est parti, t'as le boulot. Faut faire attention, il y a eu des abus. On fait pas un pré-essai pendant 3 jours. Je veux dire, l'employeur n'a pas besoin de 3 jours pour voir si vous êtes bon. En 1 heure ou 2 heures, il peut tout à fait déjà prendre cette décision. Donc attention à pas tomber sur un restaurateur, enfin sur un employeur abusif en fait, parce que voilà, il doit pas vous faire bosser sans vous rémunérer pendant trop longtemps. Voilà. En tout cas, mettez-vous d'accord. S'il vous dit, bah, on fait un essai tout de suite, ok, combien de temps? Si c'est toute la journée, c'est quand même un peu long, proposez moins. Enfin, faites attention, voilà, de pas dire oui à n'importe quoi. Si vous voulez bosser comme freelance en Nouvelle-Zélande, sachez que ça s'appelle les travailleurs indépendants Sole Trader, Sole S-O-L-E, Trader comme trade, comme commerçant. On donne des informations un tout petit peu dans notre dossier sur les impôts en Nouvelle-Zélande au chapitre 4. Notamment, on vous explique que vous devez au préalable vous rendre dans les bureaux de l'IRD, Inland Revenue Department, pour vous déclarer en tant que tel. Voilà. Après, il me semble que il n'y a pas de problème majeur. On a eu des PVT qui ont travaillé à leur compte. Donc, vous pouvez tout à fait envisager de faire ça. Si vous êtes graphiste, je sais pas, traducteur, je sais pas quels autres exemples je peux vous donner, ou même si vous êtes dans la livraison, ce genre de choses. Pour les salaires, mieux que moi, je vais vous donner 3 liens en commentaire vers une page du site TradeMe, une page du site SICK et une page du site careers.gov.nz. Ces 3 sites-là vous donnent pas mal d'informations sur les salaires en fonction des domaines. Pareil, allez un peu à la pêche aux infos, comparez un peu les données, voir si c'est bien les mêmes. Peut-être que déjà si vous allez sur le site du gouvernement, le 3e lien, c'est sûr que c'est fiable pour le coup. Voilà. Je vais regarder si vous avez des questions, mais pour conclure, je voulais vous rappeler qu'on fait donc un point Covid-19 une fois par semaine sur notre compte Instagram PVTiste au pluriel, qu'on met les replays de toutes nos séances d'information sur notre chaîne YouTube PVTiste là aussi, qu'on a le guide des PVTistes en Nouvelle-Zélande au format PDF qui vous donne énormément d'informations, mais vraiment énormément d'informations sur toute l'expérience PVT, emploi, logement, road trip, achat d'un véhicule, ou voir des dauphins, ou voir des kiwis, tout plein de choses. Vraiment, on passe de sauter en parachute, tout ce qui peut être ce que vous allez faire pendant votre PVT. Donc n'hésitez pas à le télécharger sur PVTiste. Et enfin, je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, on a une newsletter spéciale PVT Nouvelle-Zélande qui peut vous permettre de recevoir un email uniquement quand il y a une information importante. Je crois que là, on n'a rien envoyé depuis plusieurs mois parce qu'il n'y a pas eu d'actualité. Si peut-être pour la prolongation des visas des gens qui sont actuellement en PVT Nouvelle-Zélande, mais on n'a pas vraiment écrit beaucoup. Mais dès qu'il y aura une information majeure, on la postera sur pvtis.net, sur nos réseaux sociaux, mais aussi dans cette newsletter. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas rater, inscrivez-vous. À noter que le 30 mars à 18h sur notre page Facebook pvtis.net, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire une séance d'information en direct sur le PVT et le Covid, un point sur la situation pour tous les pays du PVT. Rassurez-vous, il y a beau y avoir 15 pays du PVT, on reste pas 3 heures sur chaque pays, donc ça peut être vraiment intéressant pour vous si à ce moment-là, au 30 mars, vous voulez savoir un petit peu où on en est au niveau de la Nouvelle-Zélande. Le 31 mars et le 1er avril, sur Internet, on va faire un salon qui s'appelle S'expatrier mode d'emploi. Enfin, on participe à un salon S'expatrier mode d'emploi qui est co-organisé par le ministère des Affaires étrangères. Et on fera, je crois, le 1er avril, oui, le 1er avril, on fera une conférence avec le ministère des Affaires étrangères sur le PVT. Je ne sais pas s'ils vont annoncer des choses. Je suppose que non, puisque les décisions de rouvrir les frontières ou de rouvrir les demandes de visa, ça appartient au pays. Mais ça peut être intéressant d'écouter cette conférence. J'ai pas exactement l'horaire, je crois, de cette conférence, mais on mettra à jour ça sur notre article événement PVTiste 2021. Voilà. Alors, je vais regarder si vous m'avez posé des questions en espérant que je pourrai y répondre. Est-il possible de travailler par exemple en Australie en ayant un visa néo-zélandais? Alors non, vous n'avez pas cette faveur-là en fait. Vous avez un visa pour la Nouvelle-Zélande. Si vous voulez travailler en Australie, il faut travailler en Australie. Sachez que vous pouvez tout à fait faire un PVT en Nouvelle-Zélande puis en Australie ou inversement. Mais voilà, si vous allez en vacances en Australie pendant votre PVT Nouvelle-Zélande, vous ne pourrez pas travailler. Éventuellement, vous pourriez faire un tout petit peu de volontariat parce que l'Australie autorise à faire du Woofing, Workaway, Help Exchange à condition que ce soit pas le but principal de votre séjour.
L'inverse est faux. La Nouvelle-Zélande, en touriste, on ne peut pas faire du volontariat. C'est vraiment interdit. Donc voilà pour répondre à ta question. Bonjour, dans l'agriculture, céréales ou élevage, est-ce qu'il est facile de trouver du travail et d'avoir un visa de travail? Alors, dans l'agriculture, oui, de façon générale, on peut. Il y a beaucoup de boulot tout au long de l'année pendant. Il y a toujours des moments où ils ont des besoins. D'ailleurs, cette année, que ce soit l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, d'ailleurs, ils sont en galère en fait. Je pense qu'ils vont vraiment avoir du mal pour les récoltes. J'ai entendu que l'Australie, pour la première fois de sa vie, limite, est obligée d'importer des fruits qui d'habitude sont produits sur le territoire. Et on n'est pas à l'abri que ce soit pareil en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas assez de PVTistes, de travailleurs temporaires, en tout cas pour ramasser les fruits et les légumes. Et puis dans l'élevage, à mon avis, c'est la même chose. Par contre, pour avoir un visa, je parlais tout à l'heure de visas qui sont peut-être accessibles aujourd'hui en temps de Covid dans des domaines très en demande. Si jamais tu vas sur les liens qu'on a donnés tout à l'heure sur les Skilled Shortage List, sur les listes des métiers en demande, il y a des informations sur ce lien, sur les visas qu'on peut obtenir quand on est dans l'un de ces domaines-là. Donc, si tu vois que tu es dans un des domaines, dans l'agriculture, tout ça, qui sont recherchés, je sais qu'il y en a dedans, notamment dans la liste qui commence par régional, peut-être que tu es éligible à un permis de travail. Dans ce cas-là, renseigne-toi. Je pense qu'il va falloir que tu trouves un employeur en amont. Peut-être qu'il aura des démarches à faire, peut-être qu'il aura des frais à payer. Mais si c'est un domaine en demande, peut-être que tu as des opportunités. Je dirais que c'est pour ramasser des kiwis. Je pense pas qu'un employeur fera les démarches. Mais si c'est quelque chose de plus qualifié, des choses pour lesquelles tu as de l'expérience depuis plusieurs années, c'est jouable. Bonjour, est-ce qu'il est possible ou facile de trouver du travail en couple, être embauché à deux dans la même entreprise? C'est possible. Tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai mentionné des PVTistes que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'ils avaient raté un boulot parce que l'employeur leur a dit « vous n'avez pas le droit de travailler plus de 3 mois pour nous ». Et les PVTistes n'étant pas bien informés, ils ont dit ah bah tant pis. Et c'était typiquement un couple et l'entreprise cherchait un couple. Et il me semble que c'était un hôtel qui cherchait du personnel pour travailler dans l'hôtel. Et l'idée c'était de les loger ensemble dans une seule chambre de l'hôtel. Donc ça peut être quelque chose pour les couples qui fonctionne parce que ça permet à l'hôtel d'avoir du staff sur place, mais de pas avoir besoin de 2 chambres pour 2 personnels, 2 personnes du personnel. Donc oui. Après, j'en ai connu plein qui bossaient en couple dans l'agriculture. Dès qu'il y avait 2 boulots ouverts, en fait, ils étaient OK pour prendre le couple, en volontariat, bien sûr. C'est sûr que si c'est restauration, vente, là, pour le coup, il faudrait vraiment qu'il y ait 2 postes. Je suis pas sûre que tu arrives à décrocher ça. Mais pour tout ce qui est boulot, il y a souvent pas mal besoin de main-d'œuvre. Je pense que c'est tout à fait jouable. Bonsoir, y a-t-il plus de facilité à trouver un emploi dans l'île du Nord ou dans l'île du Sud? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il aurait peut-être fallu que je révise un petit peu les dossiers que ma collègue Marie a rédigés sur l'île du Nord et l'île du Sud dans le boulot saisonnier. Mais à vue d'œil comme ça, je sais qu'il y a pas mal de boulot dans le Nord. Je disais dans la Bay of Plenty, le nord-est de l'île du Nord. Mais même ailleurs, j'ai tendance à penser qu'il y a du boulot un petit peu partout, tout simplement parce que, contrairement à l'Australie, il n'y a pas vraiment des zones où il n'y a rien en Nouvelle-Zélande. Il y a toujours quelque chose, c'est un petit pays, donc il y a toujours des villes avec toujours des fermes. C'est assez facile de trouver du boulot. Dans l'île du Sud, peut-être qu'il y a des endroits où il y a moins de boulot parce que il y a des grands lacs et des zones montagneuses. Ce qui fait d'ailleurs que c'est absolument magnifique à voir. Mais c'est vrai que dans ces zones-là, peut-être qu'il y a moins de boulot. Mais vous aurez quand même des opportunités. Je pense peut-être que le fruit picking, c'est plutôt dans l'île du Nord. L'île du Sud, il y a beaucoup de tourisme. Mais dans l'île du Nord aussi, je pense que ça s'équilibre assez en fait. Donc ouais, n'hésite pas à regarder ces 2 dossiers, île du Nord et île du Sud, et tu trouveras des opportunités. Après, c'est vrai que si tu veux bosser dans le ski, ce sera sans doute plutôt à Queenstown, dans le Sud. Dans l'île du Nord... en fait, ce qui distingue les 2 îles, l'île du Nord est moins sympathique en termes de météo. Il fait plus vite froid et c'est plus pluvieux. C'est hyper vert. C'est moins waouh que le sud de l'île du Sud, je veux dire, et c'est hyper la culture maori est hyper présente. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vrai que l'île du Nord est incroyable pour ça. Quand on va dans l'île du Sud, c'est limite si on n'est pas au courant qu'il y a des Maoris. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. L'île du Sud, c'est vraiment des paysages à couper le souffle. Même si, bien sûr, dans l'île du Nord, vous avez Tongariro, qui a été le lieu de tournage du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est waouh aussi. Mais voilà. Les deux se complètent plutôt bien. C'est presque 2 pays un peu distincts, je dirais, dans la météo, dans les paysages, dans la culture. Donc, voilà.
pourquoi pas bouger dans les deux pour bosser. Vous avez l'avantage d'être vous aurez l'avantage d'être dans un pays assez petit où il est facile de se déplacer d'une île à l'autre. Donc explorez tout si vous avez le temps, vraiment. Ensuite, alors, quelqu'un nous demande, c'est pas vraiment la question, mais je regarde puisqu'il n'y a pas de question sur l'emploi qui m'attend. Si on possède les citoyennetés françaises et canadiennes, est-ce qu'on peut partir 2 fois en Nouvelle-Zélande avec un PVT? Alors ça, je ne sais pas. Honnêtement, si tu dois choisir l'une des deux, je t'invite à tenter plutôt le PVT avec un passeport canadien, parce que les Canadiens peuvent avoir jusqu'à 23 mois de PVT. Et en même temps, si je dis pas de bêtises, en Nouvelle-Zélande, pour vous, les Canadiens, c'est 35 ans la limite, je crois. Si c'est le cas, on pourrait se dire autant faire d'abord le français, puis tenter après le canadien quand on sera plus vieux. Mais ça vaut le coup de poser quand même la question aux autorités néo-zélandaises parce que vraiment, je suis pas sûre que ce soit le cas. Je sais que pour un PVT au Canada, on peut avoir 2 nationalités et bénéficier 2 fois du PVT. Mais honnêtement, pour la Nouvelle-Zélande, je crois que non, parce que je crois qu'en Australie, c'est sûr que tu peux pas. Donc la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est tellement similaire sur plein de points que j'ai un gros doute. Je dirais non, mais c'est pas sûr. Bonsoir, est-ce qu'avec un work visa, on peut entrer en Nouvelle-Zélande en ce moment? Alors, déjà, il faut pouvoir obtenir ce visa-là. Je vais te donner un lien. Tout à l'heure, tous les matins, en fait, on vérifie où ça en est les demandes de visa. On va te donner un lien qui parle de la suspension des demandes de visa néo-zélandaises depuis le 10 août. Hop, on va mettre ça ici. J'ai mis le lien dans le document. Et donc, du coup, dessus, il y a marqué que tout est stoppé, sauf les gens qui vont demander un visa parce que leur conjoint vit en Nouvelle-Zélande et est néo-zélandais ou résident. Visa pour diplomatique, bon ça je pense que vous n'êtes pas dedans. Les RSE Limited Visa, il me semblait que j'en avais vu un autre, Antarctic Traveler Visa. J'ai l'impression que pour ça, il n'y en a pas d'autres. Pourtant, j'ai bien vu tout à l'heure, zut, excusez-moi, je m'auto-contredis. Il me semblait que j'avais vu qu'il était possible de demander certains visas dans des domaines hyper en demande, mais vraiment, genre, je pense la santé ou ce genre de choses. Est-ce que ce serait pas ça? J'ai un petit doute. Ça vaudrait le coup de regarder quand vous allez regarder la liste des shortages là qu'on vous a donné tout à l'heure. Il vous parle de 2 visas, la long term blablabla visa et l'essential skills visa. Ces 2 visas là, ça vaut le coup de peut-être passer dessus et de regarder en fait s'il y a marqué que c'est suspendu ou est-ce que c'est aujourd'hui possible d'en faire la demande. À la limite, je pourrais, le temps qu'une prochaine question arrive, je pourrais sans doute regarder ça rapidement. Long term. Parce qu'effectivement, si vous avez l'opportunité de pouvoir partir, ce serait quand même, ça peut être intéressant. Mais je peux pas vous promettre que ça va passer. Honnêtement, le pays fait quand même hyper attention. Pour que vous veniez, il faut vraiment qu'ils aient archi besoin de vous. Il faut que ce soit plus intéressant pour eux de vous accueillir, vous, étrangers. En plus, vous venez de l'Europe, vous êtes peut-être avec le Covid et tout, que de ne pas vous faire venir, quoi, en gros. Donc, le long terme, machin visa, et l'autre, Essential Skills Visa, je vais ouvrir les 2 pages, on va regarder ensemble. Alors, non, ça pour le coup, il y a marqué que c'est suspendu. Zut. Aurais-je confondu avec l'Australie? Parce que je suis sûre de l'avoir vu il y a très peu de temps. Ah oui, il y a marqué, voilà, les demandes de visa temporaire depuis en dehors de la Nouvelle-Zélande sont suspendues, à moins que vous soyez exempté. Mais alors du coup, je sais pas du tout. Et c'est vrai que les cas que j'ai eu récemment, ceux dont on m'a parlé, c'était des gens qui allaient rejoindre leur conjoint. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a tellement peu de vols pour la Nouvelle-Zélande que je crois que les billets d'avion étaient à 8 000 $. Donc voilà, malheureusement, ça peut valoir le coup de creuser la question, mais je pense que en fait là, ce que je suis en train de voir, c'est qu'ils disent à moins que vous soyez exempté, et donc du coup, je revérifie. Désolée si je vous ai dit des bêtises. Est-ce que je confonds avec l'Australie? Vraiment, je suis surprise parce que j'avais vu que des gens pouvaient sous condition partir. Hop. Je regarde en même temps, pardon. Ça, c'est les résidents pour le coup.
Ça m'a l'air compliqué, effectivement. Donc, c'est plutôt pour les conjoints. Donc, autant dire que je pense que ça vous concerne pas. Bon, si je venais avoir plus d'informations là-dessus, on n'hésitera pas bien sûr à vous publier des informations sur PVTist. Alors, oui. Bonjour, est-il possible de demander le PVT juste avant 30 ans et de l'utiliser après avoir eu 30 ans? De plus, y a-t-il de la demande de travail dans le domaine du tourisme? Alors, c'est possible de demander ton visa tant que tu n'as pas 31 ans. Tu peux tout à fait demander ton visa avant ton 31e anniversaire. Simplement, actuellement, les demandes de visa néo-zélandais sont suspendues. Ce qui fait que si tu vas... Ah bon, là, tu me parles de 30 ans, donc je pense que tu as au moins un an d'avance, t'es large. Mais quelqu'un qui va avoir 31 ans dans 2 semaines, il n'aura pas le temps de demander son visa vacances-travail d'ici que ça rouvre. Et donc, du coup, il pourra pas partir. Il pourra pas obtenir son visa. Mais effectivement, tu peux demander ton visa jusqu'à la veille de tes 31 ans et partir en ayant 31 ans et 11 mois. Il n'y a aucun souci. Tu as 12 mois pour partir valider ton visa une fois que tu l'obtiens. Quant au tourisme, oui, ça recrute, surtout si tu as de l'expérience, surtout si ton anglais est bon, surtout si peut-être si tu parles d'autres langues qui peuvent être intéressantes avec des touristes qui viennent souvent, je sais pas, l'allemand, il y a pas mal de gens qui viennent d'Amérique du Sud aussi. Donc voilà, et bien sûr, le tourisme, c'est un domaine qui recrute beaucoup. Quels sont les délais pour obtenir le PVT en Nouvelle-Zélande? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il vaut mieux trouver un boulot en amont? Alors, il n'y a pas de prérequis, simplement là c'est fermé, mais généralement ça prend quelques jours, 2-3 jours pour obtenir un visa. Quand ça va rouvrir, je vous dis pas que ça prendra 2-3 jours parce qu'il y aura peut-être des dizaines de milliers de personnes qui attendaient que ça rouvre pour faire la demande, donc peut-être que ça prendra 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il n'y a pas de prérequis particulier, il faut simplement pas avoir eu de soucis très importants avec la justice ou de santé. Si vous déclarez des soucis avec la justice ou de santé, vous passerez éventuellement un examen médical et vous devrez fournir votre extrait de casier judiciaire. Ce sera aux autorités de juger si c'est problématique ou pas. Ça passe dans la majorité des cas, ça dépend ce que vous avez fait bien sûr. Et puis pour trouver du boulot en amont, c'est pas facile. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui se jouent directement sur place. Donc vous pouvez chercher avant de partir, mais cherchez pas trop longtemps avant parce que je pense que vous aurez soit pas de réponse, soit des gens qui vont vous dire contacte-moi quand t'arrives, et donc du coup ça va plutôt vous démoraliser qu'autre chose. Je pense que 99% des PVTistes dans le monde partent en PVT sans emploi. C'est pour ça que la Nouvelle-Zélande vous demande 4200 $ néo-zélandais au moins d'économie. Après, quelqu'un nous demande quelle est la période la plus propice pour partir en Nouvelle-Zélande pour trouver du boulot, notamment pour trouver du boulot ou pour acheter un van pas cher. Pour le van pas cher, c'est sûr qu'il vaut mieux l'acheter au début de l'hiver, juste avant l'hiver néo-zélandais, donc notre été à nous, parce que si vous l'achetez au début de l'été, vous allez le payer plus cher, et ça on en parle sur pvtis.net dans notre dossier acheter une voiture ou un van en Nouvelle-Zélande. Pour le travail, je dirais qu'à tout moment de l'année ça peut marcher. Disons que à tout moment de l'année, il peut y avoir des boulots en tourisme, en restauration, en cueillette de fruits et légumes, parce que la météo néo-zélandaise est pas comme en Russie ou au Canada où il peut faire des -30 par exemple, où là effectivement il y a plus de récolte du tout. Là il y en a tout au long de l'année, plus ou moins évidemment selon la météo. S'il se met à pleuvoir pendant 3 semaines de suite, vous risquez de pas beaucoup bosser, mais vous avez quand même des belles opportunités là-dedans. Et justement dans nos dossiers sur le travail saisonnier dont je parlais tout à l'heure, qu'on vous a mis en lien en commentaire, vous avez par période les domaines qui recrutent le plus en saisonnier, donc quels fruits, quels légumes, etc. Je ne sais pas si la question a été posée. Est-ce que les candidatures de PVT Nouvelle-Zélande sont ouvertes? Non. Pour l'instant, ils ont dit qu'elles seraient suspendues jusqu'à mai 2021. Ça pourrait encore être prolongé ou pas, à voir, effectivement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions qui viennent, pardon. Donc je pense que je vais vous laisser à votre soirée en espérant que ça vous a été utile, que ça va vous donner des informations pour la suite, pour faire vos recherches. Je vais quand même regarder cette histoire d'autres visas, ça m'intrigue, et j'espère pas vous avoir induit en erreur si vous êtes dans un domaine qui recrute beaucoup. Si c'est le cas, c'est que sans doute ils ont tout suspendu, je m'en excuse. Bon. Et puis comme ça, il va falloir attendre que ça rouvre. Peut-être qu'à un moment donné, ils rouvriront pour certaines catégories de visas, les visas des trucs en demande, les PVT, les étudiants. Nous, sachez qu'on suit ça absolument tout le temps. Donc vraiment, suivez-nous un peu partout. Et puis comme ça, vous êtes sûr de pas rater les informations une fois que tout ça va rouvrir. Est-ce qu'il n'y a pas une autre petite question?
Quelqu'un demande pour la limite d'âge, ça n'a pas l'air d'être prévu. On espère, on a déjà demandé. Hein. Vous voulez pas faire comme l'Australie? Pour l'instant, on n'a pas eu de retour sur ce point-là. Admettons que la Nouvelle-Zélande autorise les Canadiens à venir faire un working holiday, mais pas les Français, par rapport à la situation du Covid. Si on est résident permanent avec une preuve que l'on vit au Canada, est-ce qu'on sera autorisé à y aller, nous? Enfin, un passeport, ouais. Ouais, j'ai vu que ma collègue t'a répondu, effectivement, c'est le passeport qui compte. Donc voilà, je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas une dernière petite question avant de vous laisser à votre soirée. Je pense qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à consulter le replay si vous avez manqué le début, puisque j'ai quand même donné des informations qui peuvent être intéressantes au début. Je vous invite vraiment à consulter nos dossiers sur le travail saisonnier, notre dossier sur l'emploi et à télécharger le guide des PVTistes en Nouvelle-Zélande. Je peux toujours me permettre de le dire puisque c'est pas moi qui l'ai écrit, moi je l'ai relu et il est génial. Donc vraiment, pensez à le télécharger. Ça peut vous vendre du rêve à une période où on peut pas encore partir. Donc si c'est un peu dur pour vous, attendez quelques mois, bien évidemment. Je comprendrai que vous ayez pas envie de vous projeter trop en Nouvelle-Zélande pendant le contexte dans lequel on est. Mais gardez-le dans un coin de votre tête. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne continuation. Et puis on se retrouve prochainement pour notre point Covid-19 sur Instagram ou sur Facebook le 30 mars. Bonne soirée à tous.